Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du Cercle Jean Mermoz. Nous avons l'honneur de recevoir deux personnes, Georges Kuzmanovic et Pierre-Yves Rougeron. Une belle annonce. Et donc, Pierre-Yves Rougeron, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes le président et fondateur du Cercle Aristote et des éditions Perspectives Libres. Est-ce que vous pouvez présenter succinctement et rapidement le Cercle Aristote et les éditions Perspectives Libres? Alors, le Cercle Aristote est une association dont le but est à la fois de la production intellectuelle et conceptuelle, par la revue Perspectives Libres, par les livres que nous éditons, et par toutes les conférences que nous organisons, soit par nous-mêmes lundi, soit par nos amis et camarades de différents cercles de province, de manière distanciée ou quand la loi nous le permet, en réunion publique. Et les éditions Perspectives Libres, comme la revue, sont là pour deux choses. C'est-à-dire d'abord faire monter une jeune génération d'intellectuels souverainistes, déjà. Et deuxièmement, vu que mon équipe travaille en 7 langues, faire traduire le maximum d'intellectuels souverainistes étrangers, dont nous traduisons les articles et dont nous traduisons les livres. J'en profite pour vous faire un petit clin d'œil à quelqu'un de très bien, qui est l'une de nos grande traductrice, Marianne, qui vient de sortir la traduction d'un ouvrage de Diego Fusaro, donc le grand intellectuel souverainiste italien, aux éditions Ovadia. Il est sorti au cours du mois d'août, voilà, par exemple. D'accord, parfait. Et ensuite, Georges Kuzmanovic, vous êtes président de République Souveraine. Alors, on a retenu le slogan avec De Gaulle et Jaurès, qui nous paraît absolument fabuleux, mais est-ce que vous pouvez présenter ce mouvement ou ce parti, je ne sais pas, voilà, présenter République Souveraine, succinctement? Alors, la République souveraine est un mouvement qui est né en mars 2019, donc il y a 2 ans d'existence, et je vais dire à peine 2 ans, parce que ces 2 années ont été quand même très, très marquées par la crise de la Covid, qui a beaucoup empêché les mobilisations militantes classiques, donc il a fallu inventer des choses. Moi, j'ai été pendant 10 ans au Parti de gauche et à la France Insoumise. J'ai été un des dirigeants du Parti de gauche et un des dirigeants de la France Insoumise jusqu'en novembre 2018, principalement en charge des questions de défense et de géopolitique, où j'ai quelques connaissances. Je ne suis pas un politique professionnel, au sens où j'en ai jamais vécu d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement. Je fais partie de ceux qui considèrent qu'on a trop de politique professionnelle. Et pour ma part, j'ai été dans l'humanitaire, j'ai enseigné à l'université, j'étais ouvrier sur chantier, j'ai travaillé dans la grande distribution, j'étais cariste, j'ai serveur, voilà. Puis après quelques études, j'ai enseigné un peu à l'université et j'ai travaillé dans des entreprises assez diverses à l'international. Et depuis 8 ans en France maintenant à Ubisoft, donc l'entreprise qui est un des fleurons français des nouvelles technologies en matière de jeux vidéo et de production de contenu audiovisuel. Et puis j'ai été un certain nombre d'années officier de réserve, ayant fait des OPEX, en particulier en Afghanistan, ce qui est intéressant compte tenu de ce qui s'est passé hier, même si ce n'était pas tellement une surprise pour les gens comme moi, mais je pense qu'on en reparlera à la partie géopolitique. Et donc, en 2017, Jean-Luc Mélenchon, je pense que Pierre-Yves en sera d'accord, et la France insoumise, malgré quelques scories que l'on pourrait dire encore gauchistes, a fait une très très belle campagne, et en particulier souverainiste. Alors le terme choisi, c'était l'indépendantisme. Et puis une approche plus réaliste sur les questions régaliennes, et y compris sur des questions comme la sécurité ou l'immigration, ce qui a après bien changé. Et puis surtout une position très offensive face à l'Union européenne.
Ce qui a également changé, la France insoumise a mis beaucoup dans son vin. Voilà, et ce sont les raisons pour lesquelles j'ai quitté ce mouvement en novembre 2018, en faisant un peu de bruit. Et nous avons fondé un mouvement politique qui, et justement, cette formule le résume très bien, avec De Gaulle et avec Jaurès, et avec Jean Jaurès. Nous récusons théoriquement le clivage gauche-droite, en tout cas tel qu'il est entendu par les médias, tel qu'il est communément entendu, et nous considérons qu'il y a une majorité de citoyens qui sont en même temps, pour reprendre la petite phrase d'Emmanuel Macron, pour des politiques économiques de justice sociale, de défense des services publics, dans le droit héritage du Conseil national de la résistance, et pour une politique plus de contrôle de l'immigration et et une politique de respect de travail sur la sécurité afin que la sécurité des citoyens soit assurée. Voilà en gros notre ligne. Donc, nous, c'est la souveraineté, la justice sociale, la défense de l'intérêt des citoyens français, et on a une vision assez positive, plutôt positive de la France. Nous considérons que c'est une grande puissance, mais je pense qu'on y reviendra plus tard. Voilà, j'ai déjà parlé trop longtemps. Pas de problème. Justement, ce sera sous l'aune d'une fameuse phrase de Jaurès qui est citée sur le site du Cercle, qui est « Comprendre le réel, aller à l'idéal ». On va se tâcher dans cette vidéo justement de comprendre le réel, et on va faire la jonction avec Régis Debray. On va se dégager des événements médiatiques quotidiens, notamment à travers le virus, on ne va pas en parler. Justement, étudier vos différentes vues sur la France, ses lignes de fracture, sa place dans le monde. Donc ce sera la deuxième partie consacrée à la géopolitique, justement sur quitter cette hémiplégie européenne. Et une troisième partie qui sera plus doctrinale, en reprenant le titre du Pourquoi combattre de Pierre Bourgeron. On va commencer par les fractures françaises. Alors, à l'aune du plus grand mouvement social qui a eu lieu depuis mai 68, les Gilets jaunes, qui ont mis en lumière quand même les travaux de Christophe Guilluy sur l'opposition France périphérique, France des métropoles, quelles seraient vos vues, non pas sur le mouvement des Gilets jaunes, même si vous pouvez recouper, mais justement sur la pertinence d'analyse de cette opposition France périphérique, France des métropoles, et plus globalement sur la géographie française et les fractures territoriales. On commence par vous, M. Kuzmanovic. Vous êtes sûr? D'accord. Très Allez-y. Bon, moi, je suis un grand fan de Christophe Guilluy, que j'apprécie beaucoup et dont j'ai salué depuis longtemps l'analyse visionnaire, même si il n'est pas le seul à la porter et qu'il est la voix en France de quelque chose qui est plus général en Occident. On l'a vu dans l'excellent livre de Goodhart en Grande-Bretagne, les gens d'ici et de nulle part, qui a particulièrement travaillé sur cette thématique. Mais avant, puisque nous sommes quand même très fortement tous influencés par les États-Unis, les travaux, entre autres, de Thomas Frank, grand journaliste plutôt de gauche aux États-Unis, qui a écrit 2 livres dont les titres parlent d'eux-mêmes, qui sont assez exceptionnels en termes d'analyse sociologique, qui sont « Pourquoi les pauvres votent à droite » et « Pourquoi les riches votent à gauche », et qui montrent d'une certaine manière, de cette manière un petit peu comme ça, taquine, certains des clivages que nous connaissons. Donc oui, il y a une France, pour reprendre Guilluy, en France, il y a une proportion infime de la population française qui détient des richesses considérables. Et elle est servie par un bloc d'une vingtaine de % de Français qui sont emmenés, sans être eux-mêmes capitalistes, ils ne sont pas spécialement de capital, mais sont emmenés dans le grand bain, dans le grand mouvement de la mondialisation et en profitent objectivement et parfois pensent qu'ils en profitent plus qu'ils n'en profitent réellement. Ça va être plutôt des catégories sociologiques comme les cadres supérieurs des entreprises privées, maintenant les hauts fonctionnaires, une partie des fonctionnaires, certaines catégories intellectualisées, et qui, bon an, mal an, assurent aux représentants du système, de l'ordre,
en l'occurrence en ce moment Emmanuel Macron, une assise électorale qui va de 15 à 18%, assez stable, et qui leur permet de se faire élire sans avoir une réelle majorité dans le pays. Et puis après, on a des catégories sociologiques éparses. Je rappelle qu'il y a quand même en France plus de 60% de gens qui sont ouvriers ou petits employés, dont beaucoup ne votent plus, ou peu, comme on a pu le voir récemment dans les élections récentes, et en particulier lors des dernières, lors des régionales. On a ces citoyens qui, s'ils votent, vont plutôt de temps voter à c'est appelé ça médiatiquement les extrêmes, ça n'a aucun sens puisqu'on a des extrémistes néolibéraux au pouvoir, mais qui vont voter, qui auront voté France Insoumise en 2017 ou plutôt FN. Et tout ça est le fait, c'est un long... Et oui, et puis bien sûr, ce clivage entre les métropoles et puis cette France périphérique qui est, que Guy Lui a parfaitement décrite, où on a des citoyens qui sont en manque de connexion en général, de connexion avec les services publics, de connexion avec les transports, de connexion avec les centres de pouvoir, de connexion avec la vie en commun, et qui sont tendanciellement de plus en plus atomisés, même si on a pu voir justement avec le mouvement des Gilets jaunes cette immense capacité à faire groupe, ce qui a beaucoup effrayé les pouvoirs en place, le pouvoir politique, mais comme le pouvoir économique, de voir que c'était possible encore, qu'il y avait malgré tous les coups de pelle qui ont été mis sur la tête du peuple français, cette capacité de spontanément, sans que Mélenchon soit derrière, sans que Marine Le Pen soit derrière, sans même que Poutine ne soit derrière, de se mobiliser sur l'ensemble du territoire de manière assez efficace. Bon. Mais tout ça est dû à 40 années de casse du modèle français auquel nous sommes particulièrement attachés à la République souveraine, qui est ce dont nous avons hérité après la Deuxième Guerre mondiale. C'est schématisé, mais cette alliance entre les communistes et De Gaulle, le Conseil national de la résistance, le programme des jours heureux et toutes les bases qui sont un élément, je pense, de l'identité française, à savoir cette grande solidarité sur l'assurance chômage, sur les retraites, sur les sécurités sociales, tous ces mécanismes de répartition de la richesse qui sont attaqués depuis la fin de la deuxième année de la présidence François Mitterrand, en 1983. Et c'est là qu'il y a le clivage qui est le plus marquant, le plus visible, c'est qu'en 1981, les 500 plus grandes fortunes de France détenaient 5% du PIB français. Aujourd'hui, c'est 36%. Sachant que le pays s'est en plus enrichi pendant ce temps-là. Donc on voit, ce n'est qu'un des éléments des nombreuses études qui ont été faites, entre autres par Thomas Piketty, qui ont montré cet immense transfert dans la répartition de la richesse entre ceux qui travaillent, ceux qui la produisent, et les capitalistes. Avec en même temps, ce qui l'a rendu possible, une mutation profonde du système du capitalisme dans ses structures. Et si on n'a pas ça en tête, on ne comprend pas du tout ce qui se passe. Et la mutation profonde, pour le dire brièvement, c'est le passage d'un capitalisme national et industriel, donc où la majeure partie des revenus du capital proviennent de choses produites à un endroit donné. On avait une bourgeoisie, pour reprendre ce terme-là, qui était elle aussi ancrée quelque part, qui était de quelque part. Encore une fois, pour caricaturer, le papa tenait l'usine et négociait avec les syndicats, bon an, mal an, une amélioration des conditions salariales, de travail, de retraite, de congés. Des fois, ça piquait un peu plus, mais voilà. Et quand il y avait une guerre, son fils faisait officier et emmenait les autres au combat. Enfin, il y avait une unité nationale. Bon, ceci a été rompu avec la mutation du système capitaliste qui est devenu international et principalement financier. C'est-à-dire que le gros des revenus du capital sont tirés exclusivement et purement de la finance. C'est ce qui explique pourquoi les gens ont du mal à comprendre pourquoi une telle décorrélation entre
les résultats stratosphériques actuellement des bourses et la réalité de l'économie mondiale qui est largement entamée par la crise de la Covid, c'est parce que c'est quelque chose qui fonctionne quasiment de manière autonome. Pour bien le comprendre, l'ensemble des échanges mondiaux, de tous les échanges, que ce soit des ressources, du pétrole raffiné, des voitures, des pneus, des vélos, des livres, des services, des consultations du docteur ou des cours de yoga, tout ça, c'est 1% de l'économie mondiale. Allez, 1,5, 2 vraiment pour les plus extrémistes. Le reste, c'est exclusivement de la finance. Donc, on voit le changement radical. Et donc, c'est international, parce que le revenu n'est plus ancré quelque part. Et donc, on a une élite qui se dissocie, qui trahit, c'est Christopher Lasch, trahison des élites, qui n'a plus besoin de ses compatriotes, de ses ex-compatriotes, qui est une véritable internationale qui a réussi et qui s'attaque. Ah oui, s'il y a une internationale qui a réussi, c'est celle du capital. Ils peuvent s'affronter, mais ils sont en accord les uns avec les autres pour définir les nouveaux cadres. Et les nouveaux cadres supposent de casser les cadres précédents. Et les cadres précédents, c'est tout ce qui est régulation, décisions prises par les peuples, soit par référendum, soit par, sans dire que c'était parfait, mais au moins par la représentation nationale, comme c'est écrit dans la Constitution française, dans l'article 3. Tout ça, ils doivent s'en départir. D'où le surinvestissement dans les instances transnationales, dont l'Union européenne n'est qu'une expression. Il y a aussi l'OMC, le FMI, la Banque mondiale, et tant d'autres, et des réunions particulières, Davos, Bilderberg, la trilatérale, qu'on oublie trop souvent. On a... et donc, toute une offensive pour faire que l'accaparement de la richesse produite ne puisse plus être régulé, ne puisse plus être contrôlé par le citoyen. Et c'est là qu'il y a le clivage le plus violent et cette distanciation qui est de plus en plus importante. Et bien évidemment, Emmanuel Macron est le représentant, parce que nous sommes en démocratie représentative, on l'oublie toujours, quand on est président, on dit « je représente tous les Français », mais en fait non, il est élu par un groupe social donné et il représente ce groupe social donné. Et je vous disais, c'est 0,1% et les 20% qui travaillent pour les 0,1%. Et on a constaté, la présidence Emmanuel Macron, qu'elle a surtout profité, même pas à ces 20% qui le suivent, mais surtout à la frange la plus riche qui a pu encore plus accaparer de richesses et aggraver ce clivage. Très bien. Eh ben, Pierre-Yves, à vous. Alors, juste quelques observations, puisque je suis en accord avec tout ce qui a été dit. Il faut bien comprendre que la phase actuelle de mondialisation, comme les trois qui l'ont précédée d'ailleurs, parce que la mondialisation est tout sauf un phénomène récent, si vous voulez, il y a eu différentes phases de mondialisation et elles se caractérisent par l'autonomisation souvent d'une classe sociale. Ça a été, pendant les mondialisations méditerranéennes et atlantiques, les castes de marchands, avec une particularité pendant la mondialisation atlantique, c'est que c'était les marchands esclavagistes, mais c'est avant tout l'autonomisation de la classe commerciale. Bon. Ça a toujours duré. La première mondialisation financière, c'est celle des barons, qu'on oublie toujours à partir des années 1880, et qui se termine très mal, vu que ça se termine par la crise de 29. Et la nôtre est en train de mal se goupiller, de mal se passer. On l'oublie depuis 2008, pour une raison, c'est que nous avons fait des progrès techniques dans le fait de faire durer une crise capitaliste plus longtemps. La grande différence avec la crise de 29, c'est que nous avons, c'est que nous avons une maîtrise de l'injection monétaire que nous n'avions pas à l'époque et qui nous a été due en partie à des techniciens d'exception, je pense à Ben Bernanke particulièrement, dont il ne faut pas oublier qu'il avait fait sa thèse sur les défauts de la régulation des crises de 29.
Ce qui ne veut pas dire qu'il ait sauvé le capitalisme, il a fait ce qu'il a pu comme président de banque centrale pour éviter une panne générale du crédit, comme les 2/3 du commerce mondial se font à crédit, ça aurait précipité tout le monde par terre. Or, nous ne le voyons pas, mais il y a deux phénomènes. Beaucoup de pays plus planificateurs que nous sont en train d'impulser une démondialisation légère. Ça se voit dans le retour de certains types de capitalisme d'État, particulièrement nazi-oriental. Deuxièmement, les pays occidentaux, eux, accélèrent, à l'exception des États-Unis qui slaloment plutôt qu'ils accélèrent. Ou je mets de côté l'exemple britannique qui est en cours de remutation. Mais l'Europe continentale, elle accélère. Et cette accélération va avoir quoi comme conséquence? Premièrement, on va être très clair, les fractures territoriales, elles sont liées à deux types de choses. Premièrement, elles sont le reflet de la fracture sociale, ça a déjà été dit. Et deuxièmement, elles sont la fin d'une institution très française, mais dont on se rend compte qu'en réalité, elle est assez universelle, mais elle a porté tellement de noms différents qu'on ne les a pas nécessairement tous remis les uns à côté des autres, qui est les planifications territoriales. La France, elle a fait un système de planification en temps de paix avec un plan indicatif, pas un plan quinquennal de type soviétique, mais qui était un plan extrêmement puissant. Les États-Unis, ça a été un plan fait ou délégué aux entreprises privées, particulièrement voies de chemin de fer, lobby de l'acier, etc. Et on se rend compte que tous les pays qui se sont développés, en fait, à quelques exceptions près, se sont développés par la frontière et le plan, quel que soit le nom que ça ait porté. De donner un exemple précis, l'utilisation des droits de douane comme principal élément d'une stratégie de développement, et le développement, c'est toujours endogène pour un pays, toujours. C'est-à-dire, c'est tes efforts à toi. Il n'y a que des pays tout à fait particuliers qui se sont développés par l'extérieur. Je pense à Singapour particulièrement, mais Singapour, c'est un État-banque sur l'eau. Il ne faut pas l'oublier. Et ce n'est pas du tout du mépris de dire ça. J'ai un immense respect pour la mémoire de Lee Kuan Yew, mais ce n'est pas un modèle transposable. Or, nous avons, au lieu d'avoir ce prométhéisme qui voulait les trop grandes inégalités enfantent des catastrophes. C'était la vision de nos anciens par rapport à la crise de 29. Il ne faut pas oublier qu'au sortir de la guerre, tout ce qui était financier dans l'entre-deux-guerres se planque parce qu'on leur met la crise sur le dos à raison. Donc, ils intègrent ce qu'on appelait en France la forêt de Bondy, qui était le surnom qu'on donnait à la bourse, la forêt de Bondy, parce que la forêt de Bondy était historiquement malfamée. Or, ils vont opérer une mue à la faveur de la montée en puissance de l'école libérale. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent garantir des taux de croissance fictifs à partir d'une injection de capital fictif. C'est très clair. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons cette chose extraordinaire que nous créons de plus en plus de richesses pour des populations qui sont de plus en plus en mauvaise santé, qui s'appauvrissent en termes réels, qui ont, même si elles maintiennent un pouvoir d'achat, disons, nominal, qui voient leurs infrastructures se détruire, et pas seulement en France. Si Boris Johnson a renationalisé le rail, ce n'est pas pour rien. Si Joe Biden, après que ses amis aient arrêté Donald Trump quand il voulait investir dans les infrastructures, se rendent compte que l'Amérique s'effondre en termes d'infrastructures intérieures. Je rappelle, pour donner un exemple, que les 2/3 entre 2010 et 2015, on estimait que les 2/3 des canalisations d'eau des États-Unis dataient de la guerre de sécession. La guerre de sécession, on est d'accord? Bon. Donc, si vous voyez certains indicateurs, avec tout le respect que j'ai pour le peuple américain, vous voyez un État comme les États-Unis,
vous vous demandiez si vous aviez affaire au plus puissant des pays développés ou au premier des pays du tiers-monde. On se comprend? On s'entend bien? Bon. Or, le problème, c'est que la destruction des métropoles et de la ruralité, c'est la fin du plan territorial, très clairement. C'est-à-dire, comme on se fiche des trop grandes inégalités entre individus, on le généralise aux inégalités de territoire. C'est tout à fait normal. Et donc, on laisse crever et on espère que la richesse ruissellera des zones en zones, par l'intermédiaire, entre autres, de la gentrisation ou des résidences secondaires. Je vais vous donner un exemple. Pour la région Normandie, M. Morin avait comme objectif de supplier les bobos de rester une journée de plus en Normandie pendant le week-end. Et donc, il fallait faire des efforts colossaux pour adapter aux bobos des villes. Ça veut dire qu'on ne peut pas créer de richesse territorialisée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'équivalent de la théorie du ruissellement, ni une ni d'autre. Or, on a perdu la notion de territoire, ce qui est d'ailleurs une des pertes globales de l'Occident depuis 30 ans, ce qui explique des tas de choses, ce qui explique l'effondrement géopolitique, ce qui explique des tas de choses. Et on se retrouve aujourd'hui avec des France qui se regardent en chien de faïence, mais dont les populations, et c'est ça qui est terrible, la population sécessionniste en France, je mets de côté les barbus, etc., qui sont des minorités de minorités. Dangereuses, mais des minorités de minorités. La classe sécessionniste, quelle est-elle? C'est ce que Samuel Huntington appelait la superclasse mondiale, c'est-à-dire l'ancienne haute bourgeoisie qui s'est transnationalisée et qui, par effet de cliquet, emporte les technogestionnaires qui sont l'ancienne petite bourgeoisie, qui ne vit même plus de son travail parce qu'avant, elle tenait des petites entreprises moyennes du temps de l'industrie. Aujourd'hui, elle est devenue les rouages des grands groupes. Mais elle pense qu'elle en fera partie un jour. Ce faisant, elle a une méconnaissance de ses intérêts de classe qui est l'un de nos vrais problèmes politiques. Parce qu'une large partie de ces 20%, à système constant, s'appauvrira. C'est ça leur destinée. Mais ils essayent de faire coller leurs habitus, leur vote à leur maître, en espérant qu'un jour, ils auront les miettes du festin de la table des maîtres. Or, ils n'auront rien. Et je terminerai là-dessus. Si nous n'avons pas une néoplanification intelligente en termes territoriaux et en termes de réduction d'inégalités, toutes ces catégories-là de l'ancienne moyenne bourgeoisie, elles ne vont pas être tuées par la poursuite de la mondialisation uniquement. Elles vont être tuées par la technologisation de la mondialisation. Pourquoi? Parce que l'automatisation a déjà tué les cols bleus. Là, elle va tuer les cols bleus chinois, si vous voulez. Ça, c'est vrai. Mais elle ne va plus tuer d'ouvriers en France. Elle en a déjà tellement tué. Par contre, quand les algorithmes remplaceront les avocats, on est déjà à ça. Hein, on est à ça maintenant. Vous avez déjà des liquidations de professions juridiques supérieures dans l'ensemble anglo-saxon. Ça viendra ici. Quand les machines, et attention, je ne dis pas qu'il faut faire du ludisme et qu'il faut tout cramer, je n'irai pas jusque-là, on crame une partie peut-être, mais par contre, si nous n'avons pas de réflexion là-dessus, c'est la suite logique, pour une raison. Quand vous avez mis des territoires et des populations en rareté monétaire, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite à la guerre de classe, et n'oubliez jamais, la guerre de classe, c'est comme la guerre tout court, ça ne se fait pas à deux, nécessairement. Il suffit qu'il y en ait un qui la veuille. Et c'est la fameuse phrase de Trotsky, c'est pas parce que tu penses pas à la guerre que la guerre pense pas à toi. Je crois qu'il avait dit ça ou c'est un autre, je sais plus. Georges Kuzmanovic, vous avez quelque chose à ajouter sur ce qu'a dit Pierre-Yves ou on passe à la partie géopolitique? On est de toute façon là, sur cette analyse de la situation largement d'accord et je pense que en dehors des orientations politiques des uns et des autres, on est quand même
assez d'accord parce que ce sont des phénomènes sociologiques et économiques vérifiables et qui ne sont pas de l'ordre de l'interprétation loufoque, mais plutôt de l'analyse sérieuse et scientifique. Bon. Je voudrais rajouter sur ce qu'a dit Pierre-Yves, de rappeler sur ce problème de la régulation, l'incapacité actuelle de réguler cette méta-classe transnationale surpuissante, c'est qu'au moment des barons voleurs de la fin du 19e siècle, que Pierre-Yves a rappelé, les États-Unis, qui étaient très très loin à l'époque d'avoir la puissance qu'ils ont actuellement, avaient mis en place une loi antitrust qui était justement une loi de régulation et de maîtrise des plus puissants de leurs éventuels ressortissants et qui s'est appliquée à un milliardaire très célèbre, Rockefeller, qui dirigeait une entreprise qui s'appelait la Standard Oil, et en gros, il y avait 100% du pétrole, et on lui a dit, bah non, c'est pas possible. Aujourd'hui, les États-Unis, qui sont infiniment plus puissants en termes de puissance d'État, sont absolument incapables d'appliquer leur loi antitrust aux GAFAM, par exemple. Ils n'en ont pas les moyens. Bon, déjà, ils n'ont pas tellement la volonté politique, à vrai dire, mais ils ont une grande difficulté. Sur les territoires, on a ce problème dans la volonté de casser les systèmes de régulation. Le meilleur système de régulation, c'est ce qui a été inventé en France, c'est l'État-nation. L'Union européenne favorise les méga-régions. Donc, c'est la loi NOTRe de François Hollande qui crée ces 13 régions qui n'ont pas grand sens pour beaucoup de nos citoyens en termes culturels, et puis la création des conurbations et des métropoles qui font que là où la politique locale avait du sens, c'est-à-dire la commune et le département sont étouffés, et ces méga-régions deviennent des poids supplémentaires qui pèsent sur un fonctionnement efficace d'un État centralisé, où il y aurait justement une planification digne de ce nom. Après, je rebondis encore sur ce que Pierre-Yves a dit sur l'exemple pris en Normandie sur Morin, comment amener un tout petit peu de richesse. Bon, je suppose qu'avec le télétravail, il est en train d'imaginer que ça va ruisseler comme dans d'autres régions. Mais le fait est que le problème principal, à cause de l'Union européenne, à cause des traités de libre-échange, et du fait que le travail a un certain coût en France est moindre ailleurs, est vraiment moindre en Ukraine, par exemple, et qu'il n'y a aucun système de contrôle ni le mot m'échappe, de protectionnisme, eh bien, il se fait que la richesse qui était produite localement, industrielle ou agricole, s'en va, et que le travail ne reviendra jamais. Et donc, on a ces populations qui avant travaillaient dans ces entreprises, qui sont complètement esselées. Et puis une dernière remarque, vous avez dit qu'on ne parlerait pas de la crise de la Covid. Alors, quand même, je trouve que ça a été un révélateur quand même sidérant, extraordinaire. Donc, je suis obligé d'en parler, y compris sur cette question-là. D'abord, ça a été un révélateur sur le fait que la question de la souveraineté était importante. Jusqu'à la crise, la thématique est brocardée. Maintenant, le président est obligé d'utiliser le terme régulièrement. Et tous ceux qui, parmi les éditorialistes bon teint, soutiennent le président sont obligés de le mettre à toutes les sauces, même s'ils n'y croient pas réellement, pas plus que le président. Mais la raison, c'est que beaucoup de Français se sont rendus compte que c'était quand même pas normal de ne pas pouvoir produire de masques, de respirateurs, ou ne serait-ce de faire comme l'Allemagne ou la Corée du Sud, qui sont des puissances équivalentes, qui visiblement leur État appuie sur un bouton, et parce qu'ils sont justement organisés, qu'ils ont un plan, qu'ils ont une logique de développement, arrivent à mieux contrer une crise de ce genre. Mais ça a été aussi le révélateur de ce qui était déjà flagrant pour beaucoup de gens, c'est l'injustice de l'accès aux soins. Et c'est là, s'il y a un clivage qui est abominable et qui est terrible pour les Français, c'est bien celui-là. On ferme des lits d'hôpitaux, mais on ne les ferme pas à Paris, on les ferme plutôt dans les régions qui sont déjà déshéritées. Ou alors, c'est toujours amené de manière où
où ça semble intelligent, on fait des grands pôles qui sont toujours dans des grandes métropoles, et les gens qui sont loin des métropoles ont des difficultés d'accès aux soins, et c'est très compliqué pour tout un tas de maladies, en particulier les cardiaques. Je crois qu'on connaît tous certaines personnes qui en ont pâti parce qu'ils étaient trop loin de centres de soins qui existaient avant. Ça touche, il y a des histoires tragiques sur des pauvres mamans qui se retrouvent dans des situations sanitaires pas possibles parce qu'il n'y a pas de dispensaire à portée de main, ne parlons pas de maternité qui ferme. Et on le voit, la Covid touche principalement les pauvres. Et en tout cas, dans ses effets les pires. Et là, il est intéressant de rappeler une vraie saloperie, et c'est le terme à utiliser, qu'a fait Emmanuel Macron. Alors qu'un grand nombre de médecins, de directeurs de cliniques privées, qu'on ne peut pas supposer être ultra-bolcheviques, se sont proposés, parce que serment d'Hippocrate, parce qu'à crise, ils voient leurs collègues qui n'en peuvent plus avec des malades dans les couloirs, on dit ouvrons réquisition, qui était pour la réquisition des cliniques privées. Macron dit non. Il n'a pas réquisitionné. Ce qui montre le projet politique derrière. Le projet politique, c'est la privatisation. Et de faire que les hôpitaux anciennement des éléments de la grandeur de la France ne seront que pour les pauvres. D'ailleurs, quand vous allez dans les urgences, vous verrez que sociologiquement, c'est plutôt les classes défavorisées qui vont se soigner parce qu'ils n'ont pas pu se faire soigner avant dans le privé. Et dans un contexte de crise sanitaire, il faut maintenir des hôpitaux, parce qu'il faut bien des hôpitaux privés, je veux dire, avec des respirateurs, avec des salles pour les cas les plus graves, parce qu'il faut bien soigner Brigitte en cas de problème. Il faut bien soigner tel ou tel milliardaire. Bon, je tacle un peu la pauvre Brigitte, mais c'est ça, il faut bien. Alors que si vous réquisitionnez toutes les salles de réanimation, y compris privées, vous revenez à une forme d'égalité. Voilà, si Brigitte arrive et que tout est déjà occupé, c'est bien embêtant. Et donc, ça montre bien qu'ils veulent aggraver les clivages dans notre société, dans ce qui est exactement une guerre de classe. Et je vois que Pierre-Yves veut réagir, et je vais le laisser réagir. Si tu veux, j'abonde, parce que ils l'ont fait à chaque étape. Je vais te donner un autre exemple qui n'a pas été commenté. Tout le monde s'est mis à hurler, on n'a pas assez de tests. Or, qui sont les gens qui testent le plus en France? Ce sont les vétérinaires, parce qu'eux, ils testent des troupeaux. Bon. Ils se sont dit, ne vous inquiétez pas, on est là. Non, non, vous n'êtes pas là. Ah, si, on est là. Non. Et vous allez la fermer. Là, si tu veux... Je te coupe à mon tour, Pierre-Yves, mais je confirme, j'ai une belle sœur qui est chercheuse, directrice de recherche au CNRS. Et immédiatement, évidemment, pas sur solidarité, ils sont proposés de faire des systèmes de tests PCR. Ils ont aussi des réfrigérateurs à moins 80 degrés pour leur recherche. Ils sont proposés de stocker des médicaments. À chaque fois, on leur a dit non, niet. Ouais. Donc, on a des professionnels qui peuvent proposer des idées, et il est allé chercher McKinsey. Il est allé chercher McKinsey. Or, si tu veux, nous serions non pas sous l'égide du Code civil, mais nous serions sous l'égide du Code militaire si nous étions en état d'urgence. Ce qui nous passe pour de la corruption et de l'incompétence porte un nom, ça s'appelle du sabotage. Et le sabotage en France est un crime, hein. C'est quelque chose qui est sévèrement réprimé, particulièrement en temps d'urgence ou en temps de guerre. Or, à la fin des fins, moi, si tu veux, j'ai vu débuter Gérard Darmanin en politique, donc l'incompétence, je sais ce que c'est. Bon, donc, ça existe. Mais à la fin des fins, quand l'incompétence devient une pensée organisée de la déstabilisation, aujourd'hui ce qu'elle est, donner un exemple simple, tu as une crise sanitaire, tu débranches les médecins généralistes qui sont l'armée de première ligne face à toute épidémie. Au tout début, on peut dire que c'est de l'incompétence. Au bout de 2 ans, ça n'en est plus, tu vois. Et le problème, c'est que nous sommes en face d'une logique qui nous, parce qu'on est encore pénétré d'une idée de bien commun, etc., c'est pour ça qu'on s'attache à certaines notions et à certains équilibres, nous pensons que cette logique est folle et malheureusement, elle a sa rationalité à une condition, c'est qu'on en nomme le but exact. Après tout, nous jugeons ces gens sur des catégories du bien commun qui nous appartiennent, mais qui ne sont pas les leurs.
Moi, à titre personnel, je ne suis pas certain que McKinsey conseille pour le bien de la France. Je pense qu'ils s'en tamponnent le coquillard. Et d'un côté, Ah, mais moi, ce n'est pas mon cas, Pierre-Yves. Je pense que c'est une volonté et qu'ils oui, ne c'est ce sont que je te pas dis. incompétents. Oui, non, mais ça, mais ils ne sont pas du tout incompétents. Ils Oui, font très c'est ce bien que le je te travail. dis. Oui, tout à fait. C'est ce Et que je crois. c'est rarement dit très honnêtement, mais il y en a un qui l'a fait, je le cite régulièrement parce que j'aime bien les ennemis honnêtes, c'est Denis Kessler, Oui, ex-numéro 2 du MEDEF, qui a dit dans un numéro de Challenge d'octobre 2007, notre objectif est de défaire, de reprendre, le terme est étonnant, de reprendre ce que nous a pris le CNR, le Conseil national de la résistance. si tu veux, C'est c'était un le. objectif politique et économique clair et net qu'incarne parfaitement Macron. Et si on le regarde sur ce prisme-là, ceux qui ont beaucoup de mal à faire des commentateurs et de politique, bah, tout c'est clair en fait, tout est assez rationnel et assez Je logique. suis d'accord avec toi. C'est le, si tu veux, et c'est d'ailleurs en plus de Denis Kessler, très drôle, ancienne créature de Michel Foucault. C'est que si tu veux, beaucoup de ces gens-là ont fait certains voyages dans une certaine gauche avant d'arriver là où ils sont. Et si tu veux, c'est ça Il qui est paraît qu'il terrible. avait écrit un livre qui s'appelle la lutte prolétarienne armée, ou un fascicule de ce genre. C'est très très drôle. Ouais, Il si tu veux, faudra vérifier. tu vois, et d'un côté, ah ouais, tu vois, et, et d'un côté, leur violence s'explique parce que de plus en plus, et d'un côté, excuse-moi, ils ont le retour de bâton de ce qu'ils ont mérité. Moi, tu vois, il y a une vision de la mondialisation que je n'ai pas et que je refuse d'avoir, c'est l'Asie a volé l'Occident. Ça se fera sans moi. Or, si tu veux, c'est ce qui nous est vendu tous les jours, de plus en plus, parce que maintenant, tu vois, avant, tu avais un corps au pied, c'était la faute de Poutine. Maintenant, tu as mal à la tête, c'est le Parti communiste chinois. Bon, donc, nous avons, par la cupidité occidentale, fait de la Chine l'usine du monde. Ben, la Chine, elle, a offert son système protectionniste qui lui a permis de copier les données, etc. Mais ça, c'est tout à fait normal. On met des usines chez elle, elle les copie. D'un côté, il ne fallait pas les mettre. Et elle a offert une population intelligente et le terme est pris capitalistiquement pour une qualité, mais quand on sait le prix qu'ils l'ont payé, entre guillemets, disciplinée. Or, la vision, ils nous ont piqué des trucs, ça je refuse de l'avoir. Par contre, les capitalismes puissants et encore largement étatisés, qui sont ceux de l'Asie, je vais te donner l'exemple avec le Kessler local, M. Jack Ma, qui a voulu faire le malin et aujourd'hui il le fait déjà beaucoup moins. Il s'est passé 3 mois entre-temps et je pense qu'il a eu un stage accéléré de repiquage de laitue quelque part. Le travail manuel mène à tout. Or, le problème, c'est que ces capitalismes forts, russes, hindous, différents capitalismes asiatiques, dont l'un, puisque c'est le plus proche de ce qui serait faisable en France à mes yeux, le capitalisme sud-coréen ne me manque pas d'attrait, dans le sens de rapport État-économie, hein, j'entends à ce niveau-là. Eh bien, si tu veux, ces systèmes économiques-là sont plus forts que les systèmes d'Europe de l'Ouest. Les États-Unis, eux, les États-Unis, eux, ils tirent les deux mains. C'est-à-dire qu'ils veulent garder l'oligarchie financière et ils veulent essayer de se remuscler. Je pense que c'est voué à l'échec, mais peu importe. L'Europe de l'Ouest, elle veut maintenir le mythe de la mondialisation et ce faisant, je pense qu'elle va se heurter, et nos élites avec, à des élites extrêmement orientales qui aujourd'hui sont prêts pour le deuxième round de la guerre économique mondiale. Et là, d'un côté, je plains l'élite occidentale parce que là, elle ne va pas pouvoir jouer le jeu qu'elle a joué pendant la guerre froide, qui est de se planquer derrière le c'est nous les gentils, et derrière, c'est les méchants pop-off. Là, tu vois, ça va être capitalisme contre capitalisme. Ça va être un tout autre récit. Et bien justement, parlons maintenant, on va passer à la partie géopolitique.
Justement, en vous suivant tous deux, on découvre que vous avez quand même une volonté de quitter cette hémiplégie européiste, oui, européenne, ce qui revient au même, pour recréer une diplomatie française pour le XXIe siècle, justement. Alors, quels sont, selon vous, les grands axes qui permettraient de recréer cette diplomatie française au XXIe siècle et quelles sont également, en parallèle, les grandes forces à l'œuvre en ce moment en géopolitique? On commence par vous, Monsieur Kuzmanovic. Vous vous rendez compte que la question est extrêmement vaste. Oui, mais vous êtes doué, on n'en doute pas. Alors, il n'y a pas de service diplomatique ni d'armée indépendant d'une vision particulière géopolitique et une vision de la France, ou de vision de n'importe quel pays d'ailleurs. On va recréer une diplomatie efficace, sachant qu'on a quand même une des meilleures diplomaties au monde, même si elle a été considérablement affaiblie depuis Nicolas Sarkozy, accélérée et encore plus accélérée sous Emmanuel Macron. Tout dépend de la vision du monde que l'on a. Or, le problème, c'est que depuis 40 ans, nous avons une formation de nos élites, en particulier gestionnaires et politiques, qui se fait, pour aller vite, à l'ENA, et qui a adopté absolument et totalement la doxa néolibérale en économie et dans le fonctionnement, le bon fonctionnement, ou plutôt le mauvais fonctionnement de l'État, ce dont on vient de parler. Vous ajoutez à cela qu'il se considère dans un grand camp occidental nécessairement chapeauté par les États-Unis, où on peut avoir un président des États-Unis qui est un des meilleurs présidents des États-Unis pour les classes mondialisées, que fut Barack Obama, Saint Barack Obama, qui a reçu le prix Nobel de la paix en devenant président, ce qui est quand même très drôle, qui a eu ce mot, mais il n'a rien de spécifique à Barack Obama. C'est juste l'honnêteté géopolitique américaine quand ils se parlent à eux-mêmes, comme chez les Russes, d'ailleurs, ou chez les Chinois, il n'y a que chez nous où c'est problématique. Il était en 2015 à West Point. Donc West Point, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'école, c'est le Saint-Cyr français, le Saint-Cyr américain, c'est l'école des officiers de l'armée de terre, où il a tenu un discours où il a utilisé le terme qui est « il y a une nation utile ». Bien évidemment, les États-Unis. Bon, la dernière fois que quelqu'un a eu l'idée qu'il y avait une nation utile, ça a mal fini. Même si ce ne sont pas les objectifs des États-Unis, on comprend bien en creux que s'il y a une nation utile, les autres sont inutiles. Et en particulier, et à commencer par celles qui sont dans le même camp. D'où le travail de fracture des États-nations autres, et en particulier de là où il a été inventé, c'est là où il y a le moule de la fonderie, c'est-à-dire la France. Et ça se passe entre autres par le bras armé du pouvoir international, du pouvoir américain, qui est l'OTAN, dont on voit l'efficacité extraordinaire. Là, je crois qu'on a le projet OTAN en 2030, qui consiste à rajouter 20 milliards dans ce truc-là, qui n'a pas servi à grand-chose jusqu'à pour le moment, à part faire gagner un groupe mafieux islamisto-maoïste au Kosovo, et perdre après une déculottée colossale au bout de 20 ans en Afghanistan. Ce qui est un élément, ce qui s'est passé là, géopolitique, considérable. En particulier par rapport à ce que vient de dire Pierre-Yves, sur le fait que des élites asiatiques et des élites russes, mais qui sont liées par bien des accords, je pense l'Organisation de coopération de Shanghai ou les BRICS, qui réunit Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, et les très nombreux pays qui les rejoignent, que eh bien, cette hégémonie états-unienne est très, très durement écornée, et symboliquement, le coup est terrible. Les talibans, je pense qu'ils n'ont pas assez réfléchi à la stupidité. Je parle purement en termes, pas en termes pour les Afghans, je parle en termes purement de l'hégémonie américaine. Être le gendarme du monde, enfin en tout cas se présenter comme le gendarme du monde, le garant de l'économie mondiale et
perdre à ce point en Afghanistan, ça aura des conséquences colossales, en particulier dans le transfert d'hégémonie vers la Chine. Et d'ailleurs, on le voit, hein, la Chine n'est plus ce pays où on force des gens à travailler pour faire des choses de l'industrie de basse qualité. Ils ont lancé avec les Russes un système qui contourne le système SWIFT. Vous savez, le système SWIFT, c'est ce qui vous permet de faire les transferts internationaux bancaires. Bon, tout passe par Manhattan. J'ai le pouvoir des États-Unis. Bon, ils se sont dit à un moment donné qu'on aurait dû faire la même chose, hein, entre nous, soit au niveau européen, soit en France. Ils se sont dit que non, tous leurs échanges bancaires ne vont pas passer par Manhattan, et ils ont créé un système dont le nom m'échappe, quelque chose comme Chic ou Hitch, qui est un système de transfert bancaire russo-chinois. De la même manière, les Russes développent un World Wide Web, un WWW, donc un Internet totalement russe et autonome en termes de serveurs et de nœuds Internet. Les Chinois et les Russes sont en train de mettre les bases de la construction, enfin, les éléments de la construction d'une base permanente sur la Lune. Bon, voilà. Et il y a cette ligne géopolitique forte, qui est celle des BRICS, justement, qui est le multilatéralisme, très largement défendu par les diplomaties russes et chinoises, en gros, qui consiste à dire non, l'hégémonie de l'Occident, et en particulier l'hégémonie des États-Unis, c'est terminé. Et on ne s'en occupe pas assez. Parce qu'on a des élites qui sont convaincues que tout va bien dans le meilleur des mondes, Madame la Marquise, il y a une nation utile. Vous voyez, en plus, ils ont la moitié du budget mondial de la défense, tout ira bien, tout ira bien. Mais la maison brûle déjà. Voilà. Alors maintenant, pour la France, l'idée est d'abord de se mettre devant. Quand on est candidat à la présidence, la première chose à faire, c'est se mettre devant un miroir et puis de se dire quelle est ma vision de la France. C'est quoi? Est-ce que, et tout est valable, puisque toute évolution politique est possible. Est-ce que je suis un élément plus ou moins important d'une grande coalition menée par les États-Unis? Pourquoi pas? À ce moment-là, vous êtes macroniste, sarkozyste, hollandiste, jadotiste, maintenant visiblement même Rassemblement national. Enfin bon, vous rentrez dans le flot de tous ceux qui suivent ce mouvement-là. Soit vous vous dites que non, la France a un statut particulier dans le monde, a une place particulière dans le monde. En tout cas, on veut qu'elle en ait une et on s'en donne les moyens, tant diplomatiques que militaires. Et c'est ça l'indépendantisme, et c'est ça l'essence même de la souveraineté. Ça commence là. Donc, elle est en mesure de dire quand on veut, par soi-même et pour soi-même, en conscience, non ou oui. Ou je fais ça parce que c'est intéressant pour moi, et pas je pars 13 ans faire la guerre en Afghanistan, on se demande pourquoi on a perdu nos soldats, on a eu tant de blessés, quel intérêt français tout ça a servi. Bon, on se le demande, et on peut chercher très très longtemps avec beaucoup de lumière. Je défie quiconque de répondre à cette question. Et donc notre vision et ma vision souveraine, c'est évidemment une vision gaulliste qui considère que la France a une place dans le monde. Et contrairement à la doxa, justement, la doxa de cette classe politique qui, depuis 40 ans, abandonne la nation. Comme elle le fait en Espagne, un peu moins en Allemagne, comme elle le fait dans d'autres pays, voilà, qui transfère les pouvoirs doublement, qui transfère le pouvoir géopolitique aux États-Unis et le pouvoir économique aux multinationales et au système bancaire. Et se lave les mains du reste, et en particulier de ce qui arrive à ces populations. Bon. Et parmi lesquels on peut avoir un Hubert Védrine qui va avoir la position la plus extrémiste dans ce bloc-là, qui est que la France est une puissance moyenne qui parle à l'international. Il y a encore un petit reste de flamboyance dans cette formule, mais moi je pense que ça aussi c'est faible. Notre vision à nous, c'est que la France est une grande puissance. Voilà. Est une grande puissance pour plusieurs raisons. Parce que, c'est la question que vous avez abordée tout à l'heure sur la francophonie, le français est la troisième langue d'influence dans le monde.
la sixième la plus parlée, mais la troisième langue d'influence, toujours, malgré les capitulations et les abandons de son élite. Nous avons la deuxième surface maritime mondiale. Je vous laisse imaginer ce que ça représente en termes d'accès aux ressources dans un monde où l'accès aux ressources est de plus en plus contraint et où il va falloir aller chercher de manière de plus en plus profondément dans les océans. C'est un levier de puissance absolument colossal. Troisième levier de puissance, dans un contexte environnemental et climatique très dérégulé, la France a des spécificités géographiques et climatiques qui la rendent relativement stable et résiliente si on a un bon plan, justement, en particulier en termes d'autosuffisance alimentaire auquel on peut revenir, ce qui est un élément qui sera extrêmement important dans les décennies à venir. Nous avons encore, malgré les efforts considérables d'Emmanuel Macron et la mollesse de ses prédécesseurs, donc les efforts considérables de Macron de la détruire, nous avons une industrie nucléaire qui est une des meilleures au monde, jusqu'à la vente d'Alstom, qui est une honte absolue. Non seulement une honte, là pour le coup c'est une trahison, c'est-à-dire que c'est haute cour de justice. Le rapport parlementaire présidé par le député LR Marlex, dans une Assemblée nationale largement dominée par La République En Marche, est clair, c'est entre les lignes. Et d'ailleurs, quand Marlex est interrogé, ou Montebourg sont interrogés, vraiment, trahison, ils ont envie de le cracher, mais ils ne le crachent pas, par décence. Voilà. Mais c'est une trahison. Dans laquelle Macron a les mains jusqu'au coude. C'est sa volonté. Bref, jusqu'à la vente d'Alstom, nous avions la capacité, qu'on peu de nations, de construire des centrales nucléaires clés en main. Dans un contexte de réchauffement climatique, de difficultés d'accès aux ressources hydrocarbures. Il faut savoir qu'en 2008, nous avons atteint le pic de production des hydrocarbures classiques, c'est-à-dire non bitumeux. Dans un contexte de toute façon de tension d'appropriation de ces ressources-là, c'est un élément de puissance. Donc, qui est fortement entamé par Macron en vendant Alstom, en abandonnant le projet Astrid, qui est le travail sur les générateurs de quatrième, les recherches sur les générateurs de quatrième génération, au contraire de la Chine, de la Russie, de l'Inde et des États-Unis. Donc, il nous met en retard. Et le projet complètement délirant voulu par l'Union européenne, le projet Hercule, qui vise à totalement démanteler EDF et à faire que personne ne comprendra qui fait quoi ni comment, plus les délires, de cette écologie qui n'en est pas une, bobo, qui considère qu'il faut arrêter toutes les centrales. L'Allemagne a testé efficacement, comme font toujours les Allemands. Ils ont arrêté leurs centrales nucléaires, ils ont mis 324 milliards, ce qu'on ne fera jamais, dans les énergies dites renouvelables, éolien et ce sont là. Ils ont rallumé leurs centrales à charbon, en particulier à lignite, qui sont les pires. C'est pour ça qu'il y a de la pollution en Île-de-France. Et la nuit, ils achètent le nucléaire français. Donc ça ne marche pas. Voilà. Les Chinois, en ce moment, qui justement viennent de construire la première centrale nucléaire au thorium, qui est beaucoup moins polluante. À toute fin utile, nous avons du thorium en Bretagne, on a un gisement de ce truc-là. On n'a pas besoin d'aller à Arlit, au milieu du Niger, du Mali, pour aller les chercher. Bref, il y a des éléments de puissance, mais encore faut-il la volonté de les mettre en œuvre. Et c'est là que le politique entre en jeu. Et nous, c'est ce que nous voulons faire. Voilà. Je pense que c'était clair. Très bien, merci à vous. Et puis Pierre-Yves, on va signaler aux auditeurs, sur ceux qui s'intéressent à la francophonie, il y a un excellent numéro de Perspective Libre, francophonie entre puissance et partage, que vous avez présenté chez nos camarades de Jean Baudin à Lyon. Et également sur la France et la mer, parce que Georges Kuzmanovic en a parlé sur la puissance des Outre-mer. Il y a le numéro La France et la mer chez Perspective Libre qui est très bon aussi. Pierre-Yves, qu'est-ce que vous pouvez ajouter à ce qu'a dit Georges Kuzmanovic ?
ce que j'ai beaucoup aimé dans le propos de Georges, c'est comment dire, une politique étrangère, ça se fait en tenant compte de l'environnement étranger. Ce qui est alors vous me direz, très joli numéro de coiffure pour chauve, Monsieur Rougeron, merci. Mais le problème, c'est qu'on a aujourd'hui le virtualisme occidental, c'est de dire, et l'Afghanistan nous l'a démontré, nous arrivons avec des théories foireuses, donc la théorie, quoi qu'en ait dit Joe Biden, c'était la théorie du state et nation building, donc pas uniquement du state building, du nation building également. Et donc, le state building et le nation building, c'est comment dire, se sont heurtés à quoi? À la réalité afghane. Donc, le monde n'est pas la projection de notre esprit. Et je sais que c'est très difficile quand on voit les Trudeau, les Macron, les Merkel, ou même les Biden, parce que l'Occident entier est tombé dans ce virtualisme-là. C'est-à-dire, l'Occident n'a qu'à qualifier la réalité pour que la réalité advienne. En réalité, il est grand temps qu'on se rende compte, et ça, c'est une révolution géopolitique, la parole de l'Occident ne vaut plus rien. Désolé, hein. Mais tant qu'on n'a pas compris ça, on n'a pas compris le monde dans lequel nous vivons. Nous ne sommes plus les modèles. Le monde entier n'attend pas après nous. Ce n'est plus vrai. Ensuite, quels sont les éléments qui nous mettent sous tension? Les éléments qui nous mettent sous tension sont de 5 ordres à mon sens. Premièrement, le déséquilibre mondial majeur qui est que la richesse industrielle. N'oubliez jamais que l'industrie a des particularités. Elle en a 2. Premièrement, c'est celle qui emporte la plus lourde augmentation du niveau de vie des populations. Et deuxièmement, la richesse industrielle est la plus innovante. Nous, on pense, par cette théorie raciste qui dit nous, on va faire du service et les Chinois font des chaussettes, ce qui est la dernière théorie raciste à laquelle vous ayez droit sans être condamné en Occident. C'est la dernière. Bon. C'était ce que Jean-Luc Gréau avait fait remarquer à François Hollande publiquement. Il n'avait pas vu le rapport. Mais vous me direz, ce ne sera pas le seul rapport que François Hollande ne verra pas. Donc, le problème, c'est que vous allez avoir ça qui va se concentrer en Asie orientale. Et qu'est-ce qui va se concentrer en Occident? Je mets de côté l'Europe qui est là-dedans, va être en une banlieue du monde. Ce qui va se concentrer aux États-Unis, c'est les budgets militaires et les budgets militaires inefficaces. Je rappelle que pour l'instant, le F-35 est un fer à repasser, pour l'instant. Ça, c'est un déséquilibre majeur. C'est-à-dire que vous allez avoir une percée scientifique de la Chine que nous voyons tous les jours et un retard occidental qui va sauf dans les flingues. Heureusement, pour l'instant, la paix atomique maintiendra ça, mais j'ai très très peur, à terme, de la multiplication de théâtres secondaires de type guerre froide. Avec, au passage, des populations qui vont trinquer. Demandez aux Ukrainiens, ils en connaissent quelque chose. Demandez aux Soudanais, ils en connaissent quelque chose. Demandez aux Libyens, ils en connaissent quelque chose. Demandez à la plupart des peuples moyen-orientaux, ils en connaissent quelque chose. Donc déjà, nous allons avoir ça. Que peut la France là-dedans? Ne pas s'en mêler. Ne pas s'en mêler. De bien voir que les deux puissances veulent en réalité faire de l'accumulation sous notre dos. Je vais vous donner 2 exemples. Les États-Unis avec Alstom, ça a été dit, la Chine avec nos forêts, et se mettre en dehors par un système puissant, parce qu'avec la puissance qui arrête la puissance, des prévarications des deux puissances et de leurs laquais. Première zone de tension. Ce faisant, ça veut dire que nous devons être capables de collaborer avec chacun des 2 grands et de toutes les autres nations autour, parce qu'il y aura nécessairement un mouvement des non-alignés à un moment ou à un autre. Il y aura des gens qui diront ni chinois, ni américains. Ça commence à bien faire. Point 1. Deuxième zone de tension, ça a été très brillamment dit par Georges, donc je ne vais pas en rajouter,
une grosse tension sur l'accaparement de ressources, qui va amplifier la cassure précédente. Troisième, la fracture écologique. Quoi qu'on en pense, quel que soit le devenir de la planète, la puissance au XXIe siècle sera la faculté à pouvoir vivre le mieux possible dans son environnement. Ça, c'est très net. Quatrième point, l'accolage démographique. C'est-à-dire que nous allons avoir un doublement de l'Afrique subsaharienne en même temps que l'Europe va perdre à peu de choses près 100 millions d'habitants. Et c'est là où nous devons avoir une francophonie et un co-développement offensif. Enfin, pardonnez-moi pour le terme, il n'est pas bon. Une coopération offensive. Car si nous n'arrêtons pas, contrairement à ce qu'on pense, l'Afrique avale d'elle-même 60% de ses flux migratoires en interne. Il en reste 40%, ce qui, vu la masse de population qu'il va avoir en plus, est énorme. Si nous ne faisons pas en sorte que l'Afrique ait accès à des moyens de souveraineté, à des opportunités économiques internes au continent, à des transferts de technologies rapides, eh bien, nous serons en face d'une marée humaine, avec tous les déboires pour eux comme pour nous, entre les deux. Donc, quatrième zone de tension, cinquième zone de tension, nous allons être témoins, et ça, c'est pas très engageant, mais néanmoins, disons, de changement de la condition humaine qui peuvent être de santé publique, c'est-à-dire que nous allons devoir à un moment avoir un projet politique et géopolitique, parce qu'à un moment, il va falloir bien répondre aux questions du monde, face à des populations dont la santé se dégrade, face à des populations dont les conditions de vie se dégradent particulièrement face au phénomène mondial qui est le vieillissement, phénomène d'ordre mondial. Et là, nous devons nous reposer une question qui est la question de quelle civilisation voulons-nous donner au monde, non comme ordre, non comme exemple, mais comme singularité au XXIe siècle. Soit nous entrons dans la civilisation des blocs, donc on retourne à la guerre froide par manque d'imagination, et une guerre froide où là nous la perdrons. Déjà, est-ce qu'on l'a gagnée contre l'Union soviétique? C'est un vaste débat, mais face à l'Asie, nous la perdrons. Soit nous essayons de voir quels sont les grands changements qui vont, si tu veux, qui vont toucher la condition humaine en termes de santé, de rapport aux autres, de rapport aux communautés, de dislocation, de dilution ou de réunification des communautés politiques, et là, de créer quelque chose de nouveau. Et je pense, à titre personnel, et je le vois dans les rapports avec nos contacts étrangers par rapport au cercle, énormément de pays attendent de la France ce genre de réponse pour une raison. La puissance ne fait pas tout. Alors au passage, moi je ne fais pas partie de cette école d'intelligence économique qui dit on peut être les laquais des Allemands du moment qu'on garde l'influence. L'influence est une non-notion. L'influence, c'est la notion que tu sors quand on n'a pas d'autre. La puissance arrête la puissance, mais ce n'est pas, comment dire, uniquement la puissance qui peut gouverner le rapport au monde, c'est également le fait de donner, de répondre par notre singularité aux questions du monde, que le monde lui-même puisse ensuite répondre, que chaque pays réponde avec ses armes. Et c'est le point sur lequel je pense la France peut changer la donne. Nous sommes les seuls à pouvoir concevoir ce grand Westphalie planétaire. Pourquoi? Et j'en terminerai par là. La mondialisation terminera, mais le sentiment de mondialité ne disparaîtra pas. Vous n'enlèverez pas, je vais vous donner pourquoi, parce que le sentiment de mondialité est antérieur à la mondialisation. Je vais vous donner un exemple. La France est le deuxième pays du judo depuis les années 20.
Ça n'a rien à voir avec la mondialisation. Vous voyez ce que je veux dire? Mondialisation ou pas, c'est Malraux qui a donné la leçon impériale à l'avant-dernier empereur du Japon. Vous voyez ce que je veux dire? Mondialisation ou pas, le roi Sihanouk écrivait en français jusqu'à la fin de sa vie. Bon. Donc, ce sentiment de planétisation, pour parler comme Teilhard de Chardin, ne disparaîtra pas. Et tant mieux d'ailleurs, parce qu'il est peut-être l'une des armes dont nous devons nous servir pour terminer l'ère des grands impérialismes. Aujourd'hui, et c'est là où je suis en accord total avec Georges, oui, la France est une grande puissance pour une raison. C'est que avant, la puissance, c'était le leadership à l'américaine. La notion de leadership, ce n'est pas la notion de puissance. Le leadership, c'est d'être tellement fort que les 5 qui te suivent, coalisés, te sont inférieurs. Ça, c'est l'Amérique en 1945. Elle pèse 50% du PIB mondial elle seule. Aujourd'hui, il n'y a de puissance que relative. L'ère des grands impérialismes, nos amis chinois vont connaître le leur. C'est pas critiquable, ils vont le faire, ils ont été victimes d'une autre, ils vont le faire, et ça va mal se passer pour eux comme pour tout le monde. L'impérialisme, ça coûte de plus en plus cher de toute façon. Or, l'ère des grands impérialismes peut enfin se terminer par la moyennisation de la puissance. Et ce faisant, parce que nous avons les attraits d'une grande puissance, nous devons aider à ce Westphalie planétaire, aider à ce... Et nous avions déjà commencé, la sagesse des peuples avait déjà commencé dans les années 70-80, enfin début 80. C'est après, quand la cage de fer est tombée et que les relations internationales ont régressé à partir de la chute de l'Union soviétique, ce n'est pas un éloge de l'Union soviétique que je vous fais, c'est un constat. La fin de la guerre froide, ça a été le retour d'une barbarie dans les régions périphériques. Allez demander aux Yougoslaves, allez demander aux Irakiens ce qu'ils en pensent. Or, ce temps-là est peut-être derrière nous si nous savons utiliser ce sentiment de planétisation qui lui restera. Il survivra à la mondialisation et nous pouvons non pas imposer au monde une solution, mais nous avons l'imagination pour pouvoir proposer ce Westphalie planétaire. Beaucoup de peuples l'attendent de nous parce que ce ne sera pas la première fois que la France donnera quelque chose que le monde entier prendra. La dernière fois, ça s'est appelé l'État-nation, ça n'a pas si mal marché. Or, parce que, et ça je le crains, je terminerai là-dessus, vu les problèmes de ressources que nous allons avoir, vu les problèmes démographiques que nous allons avoir, l'alternative dans les 50 années qui viennent, c'est souveraineté ou barbarie. Parce que le retour de la barbarie peut très vite arriver. Et ce qui s'est passé hier nous l'a montré. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça peut très vite arriver. Donc, à un moment, je pense que nous avons cette carte-là à jouer, nous avons les moyens, mais ça a un prix, j'en termine là, c'est de ne pas s'accrocher à, par exemple, de ne pas s'accrocher à des trucs comme l'Union européenne, le FMI ou l'OMC, c'est-à-dire des choses qui sont des vestiges de la guerre froide, qui sont là pour continuer à faire vivre l'ordre international américano-centré qui était celui de la guerre froide. Et d'ailleurs, toutes ces institutions sont en train de crever les unes après les autres. Regardez l'état réel de l'OMC, l'état réel du FMI. Georges l'a bien dit, l'état réel de l'OTAN. L'OTAN, l'organisation militaire la plus inefficace jusqu'à preuve du contraire. L'état réel de l'Union européenne, quoi qu'en pensent les laquais allemands. Toutes ces structures-là sont en train de crever. Il faut les y aider. Ne pas avoir l'obsession ni de les remplacer, encore moins de les replâtrer, et laisser venir le vent du monde tel qu'il est. Justement, sur ce fameux vent du monde, on sent que derrière vos propos, il y a l'idée de renouveler un certain esprit français, tous deux d'ailleurs. Et justement, quels sont pour vous, parce qu'il y a beaucoup de militants qui vont nous écouter, quelles sont pour vous les grandes idées forces qui peuvent permettre de renouveler cet esprit français? Puis pour reprendre le titre de l'ouvrage collectif de Pierre-Yves, simplement, pourquoi combattre?
commence par vous, Georges Kuzmanovic. Alors, je vais un peu détourner votre question pour revenir sur les Allez-y. questions géopolitiques. Très Ah oui, il n'y a rapidement. aucun souci. Il n'y Si a vous aucun voulez problème. bien, on y Allez-y. revient après, d'accord? Vous faites les deux en même temps, il n'y a aucun problème. Allez-y. Allez, je suis quand même moins optimiste que Pierre-Yves, car quand on se pose la question, la bonne question à se poser en géopolitique une fois qu'on a choisi quel rôle on voulait avoir dans le monde, c'est quelles sont les contraintes. Et l'autre question, c'est quels sont les ennemis. Bon. Les contraintes, elles sont de deux ordres. On l'a dit tous les deux. C'est l'accès aux ressources et les problèmes environnementaux, écologiques, climatiques. Or, compte tenu du fait de la raréfaction des ressources, compte tenu du fait que nous allons passer sûrement la barre des 10 milliards d'êtres humains sur la planète et que cela n'est possible que par une agriculture hautement hydrocarburée, il va y avoir un 10 de chute très sévère. C'est pour ça que je disais que l'un des éléments de puissance de la France est, si c'est bien géré, ce qui n'est pas le cas en ce moment, d'avoir une capacité, d'avoir une autosuffisance alimentaire. Demain, ça va piquer sur ces questions-là au niveau international. D'autant plus que le modèle économique et le modèle civilisationnel est celui du capitalisme financier et du American Way of Life. Donc, toujours plus. Il faut bien se rendre compte que, alors ça c'est des calculs faits par l'Organisation mondiale de l'agriculture, qui dépend de l'ONU, la surconsommation de glace aux États-Unis, en termes caloriques, équivaut à la consommation alimentaire de toute l'Afrique. Donc ce mode de vie auquel tout le monde tend, y compris les talibans, n'est pas possible. Et pour le moment, comme on a sabordé, on n'aime ou on n'aime pas, mais comme on a sabordé le modèle messianique communiste, il n'y a pas de truc de rechange. Donc tout le monde va aller vers une course folle dans les décennies à venir aux ressources, et donc nécessairement, il y aura de la casse. Et voilà. L'autre question principale est quel est notre ennemi? Je n'en identifie qu'un seul, moi, réellement ennemi, c'est la finance mondialisée. C'est l'ennemi principal qui génère toutes les autres tensions. Quant aux autres pays, Chine, Russie, Inde, Amérique, États-Unis, Allemagne, De Gaulle l'a très bien dit, il n'y a pas d'amis, il y a des intérêts, et ce qu'il faut, c'est avoir des dirigeants qui ont comme premier intérêt celui de défendre l'intérêt de leur pays et des Français. Ce qui fait que, très pratiquement, nous sommes pour une sortie, une sortie par palier, ou, si possible, une disparition de l'OTAN. Car cette structure n'a aucun sens, et en particulier nous met en danger. Les tensions avec la Russie, puisqu'il y a des tensions, c'est un élément important géopolitique en ce moment, il y a des tensions avec la Russie, elles ont plusieurs origines, entre autres le fait qu'on n'a pas beaucoup accepté, on a fait l'erreur, l'Occident a fait l'erreur de vouloir écraser la Russie plutôt que ce que demandaient les Russes dans les années 90, d'être membre du bloc. La maison commune. Voilà, la maison commune, le bloc civilisationnel, européen, occidental. Bon, on leur a dénié cela, il y a eu une tentative de pillage de destruction de l'État qui a failli réussir. Bon, ils sont un peu comme les Chinois, hein, ils ont la rancune tenace et la volonté pour mener cette rancune à bien, et qu'on les agace. J'entends l'OTAN. Le 20 mai 2012, s'est passé un événement géopolitique assez important, un peu oublié, c'est le sommet des chefs d'État de l'OTAN à Chicago, où François Hollande fait sa première sortie internationale, l'improbable François Hollande, et il signe, bien évidemment sans réfléchir un seul instant, le bouclier antimissile proposé par Barack Obama. Le bouclier antimissile est officiellement ce système de défense contre des missiles intercontinentaux que l'Iran ne possède pas,
et dont les batteries antimissiles sont en Pologne et en Roumanie, et les radars en République tchèque. Bon. Comme les Russes ne sont pas complètement cons en géographie, ni en géopolitique, ni en système de défense, ils se sont dit qu'on se moquait bien d'eux. Et ce système de défense antimissile est une relance à la course aux armements, auquel on doit absolument s'opposer, vu les enjeux économiques et écologiques auxquels on fait face. Bien évidemment, en face, eux font la même chose. Et c'est le jeu du bouclier et de l'épée dans la dissuasion. Si vous faites un bouclier, allez, disons qu'il abat 100 missiles, bah, vous en tirez 300. Vous êtes sûr que ça va tomber. Donc les Russes ont relancé la production d'armes nucléaires pour contrer ce bouclier antimissile, ce qui, de leur point de vue, est logique, mais qui est totalement catastrophique. Et on pouvait parfaitement s'en passer, compte tenu du fait que les Russes sont parfaitement capitalistes et dans les pratiques quotidiennes, tout à fait proches de ce qui se passe à New York et à Paris, puisque nous, ils ne sont plus en URSS et en régime soviético-communiste. Un autre élément qui est important, c'est, tu disais Pierre-Yves, c'est la dissuasion nucléaire. Alors, effectivement, nous l'avons, mais bon, moi je fais partie de ceux qui pensent que la dissuasion nucléaire peut être supplantée par la dissuasion cybernétique et que nous sommes relativement faibles dans ce domaine. Et si les dires de Snowden sont avérés, bah, on a nos centrales électriques qui sont remplies de malware et on peut être éteint n'importe quand. Que ce soit par des Chinois, des Russes ou des Américains. Et là, c'est bien sympa d'avoir 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, mais s'il n'y a plus de moyens de transmission et que le pays est à genoux parce qu'il n'y a plus d'électricité, bah, vous l'avez bien embêté. Et c'est une dissuasion nouvelle, car il est toujours difficile de déterminer d'où vient l'attaque, contrairement aux missiles nucléaires, qui va être un problème géopolitique majeur à l'avenir. Et enfin, un dernier élément là-dessus, bien évidemment, on ne peut être qu'en opposition au grand projet politique d'Emmanuel Macron, qui a été un peu contré par la crise de la Covid, mais qui est la souveraineté européenne. Il a commencé à en parler dès le mois d'août 2017, lors du discours aux ambassadeurs, et qui donne le là pour la géopolitique française. C'est une immense couillonnade. C'est une catastrophe absolue. C'est-à-dire que la souveraineté européenne n'existe pas, parce que d'abord, il n'y a pas de peuple européen constitué politiquement, il n'y a pas d'instance démocratique, donc il n'y a pas de souveraineté populaire, donc la souveraineté n'existe pas européenne. La Commission européenne décide de manière totalement oligarchique. C'est M. Juncker qui l'a très bien dit, il ne peut pas y avoir de démocratie contre les traités européens. Donc il n'y a pas de souveraineté, ça n'existe pas, en tout cas dans cette organisation-là de l'Union européenne. Et en ce qui concerne la défense et la géopolitique européenne, bon, il suffit de lire les textes européens depuis qu'on en parle. C'est systématiquement sous chapeau OTAN. Voilà. Donc, c'était les éléments que je voulais rajouter sur la géopolitique que je considère importants. Donc, pourquoi se battre ? Mais dans l'ordre de priorité. Je fais partie de ceux qui considèrent, et j'ai du mal à entendre des arguments contraires, qu'il y a une terrible pression écologique et climatique qui nous tombe sur le coin du nez, à tous, nous, êtres humains. Et que ça va être un temps difficile, où il va falloir résister individuellement, mais aussi collectivement au niveau international. Ce niveau international est le plus improbable et le plus compliqué, évidemment. C'est pour ça qu'il faut construire un pays où on a une planification, dont je ne vais pas développer, Pierre-Yves l'a évoqué, où on construit une résilience nationale par de multiples aspects pour garantir que nos concitoyens ne crèvent pas de dômes de chaleur, d'incendies délirants de forêt, de sauterelles, de maladies improbables et d'autres catastrophes qui peuvent nous tomber sur le coin du nez en métropole ou dans les Outre-mer.
L'autre aspect qui permet celui-là, c'est bien évidemment la question de la souveraineté. Donc, le combat pour la souveraineté, donc les deux souverainetés, donc la souveraineté, comme c'est parfaitement écrit dans les 4 premiers articles de la Constitution française, qui ne sont plus opérants, il faut en avoir conscience. J'invite chacun à lire, on ne fait pas toujours assez, les 4 premiers articles de la Constitution française, l'article 1er, et puis ceux qui suivent, qui parlent de souveraineté, nous ne les respectons plus, de facto. Eh bien, c'est le retour de la souveraineté populaire, donc de la décision du peuple, clairement manifestée par les Gilets jaunes de manière peut-être caricaturale, mais qui fait sens politiquement de manière profonde, qui est le RIC, qui est on veut notre référendum, on veut 2005, on ne veut pas se faire empapaouter en 2008 par une classe dirigeante qui va à notre rencontre, on veut pouvoir décider, on ne veut pas une élite politique qui promet des choses et puis qui fait exactement le contraire quand elle arrive au pouvoir. On veut une démocratie, la souveraineté populaire, la décision du peuple. C'est un combat central. Et la souveraineté nationale, qui est son corollaire, puisque la souveraineté populaire s'exprime dans un cadre politique donné. Or, le cadre politique inventé à la moment de la Révolution française, c'est celui de la nation, et il n'y a pas d'autre opérant pour le moment, en dehors des cadres plus petits, comme par exemple la commune, qui est un cadre important. La souveraineté permet la régulation, la souveraineté permet le protectionnisme, la souveraineté permet la planification. Ce sont les éléments de politique générale cruciaux pour lesquels il nous faut combattre. Et troisième point, c'est une réflexion et une action sur la question de la dette. En dehors de la crise de la Covid, des vaccins, des pas vaccins et des comment on fait pas, le sujet principal de 2022 sera la dette. Parce que il est déjà annoncé comme tel par ceux qui nous dirigent. Bruno Le Maire l'a dit clairement. La France, d'ailleurs, effectivement, a beaucoup financé pour limiter les chômages et la catastrophe immédiatement, mais ils ont dit que cela aura un coût, il faudra rembourser. Ce n'est pas pour rien que dans le discours du 12 juillet, les éléments pour moi importants, c'est l'offensive sur l'assurance chômage et sur les retraites. Il n'en démord pas. Encore une fois, on revient à l'attaque de ce que disait sur les acquis du Conseil national de la résistance, en suivant le plan clairement établi par Denis Kessler. Madame von der Leyen l'a dit, le plan de relance européen, qui est nul, hein, c'est pas pareil, on n'en a pas parlé, mais le plan de relance européen est une catastrophe. 750 milliards, on va en recevoir 40, pour lesquels on va payer 80. Bravo. Beau calcul. Bravo Macron. Et de toute façon, il est conditionné à des réformes structurelles. Donc, ils sont en train d'imposer par l'Union européenne la même chose qui a été imposée par le FMI, la Banque mondiale, aux pays africains et à certains pays du Pacifique, c'est-à-dire les réajustements structurels les politiques d'ajustement structurel permettant de recevoir des financements internationaux et donc de la dette. C'est ce qui a été imposé à la Grèce. Bien évidemment, les dettes n'ont jamais été remboursées. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que tout a été privatisé. Et c'est bien ça l'objectif, et ça, c'est l'enjeu central. Donc, l'enjeu central, ça va être de lutter contre l'argument de la dette afin de défendre cet acquis qui nous vient du Conseil national de la résistance. Et puis, pour terminer, c'est de se considérer comme nation. Voilà. Ce qui ne veut pas dire comme peuple ennemi des autres, mais comme une nation qui n'a pas nécessairement une couleur de peau, mais qui a une couleur de cœur, qui a une histoire, qui a une langue, qui a un principe civilisationnel, qui a un principe politique qui lui est propre, et que c'est beau et que c'est à défendre. Pierre-Yves ? Juste une observation avant de te répondre. Attention, je ne veux pas paraître pour avoir un discours, disons, optimiste. C'est malheureusement pas tout à fait la marque de fabrique du personnage. Toutefois, si tu veux, je suis en accord avec ce qui a été dit, le problème n'est pas là. C'est vraiment souveraineté ou barbarie. C'est-à-dire, c'est quoi la souveraineté ? La souveraineté, c'est un principe d'organisation.
c'est la compétence des compétences, disent les juristes. C'est-à-dire, ce n'est pas la faculté de faire telle chose ou telle chose, c'est la faculté de faire quelque chose. Tu vois, si tu veux, la souveraineté, c'est comme Jérusalem dans la bouche de Saladin, c'est tout, enfin c'est rien et tout à la fois. Parce que quand tu l'as, tu es encore responsable de ton devenir, donc tu as tout à faire, mais quand tu l'as pas, bah t'es rien. Comme ça. Or, je pense qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que je tiens à le dire, c'est soit ça, soit, oui, ça va piquer lourdement. Là pour le coup, ça va être, d'ailleurs, même nos diplomates au rabais, si quelqu'un veut voir l'émergence de la dangerosité du monde, il faut faire un peu d'archéologie du web. Vous prenez sur 20 ans les pays non recommandés par le Quai d'Orsay. Et là, d'un seul coup, vous voyez que de plus en plus, il y a de plus en plus de tâches. C'est normal, malheureusement. Or, si tu veux, soit, et c'est normal, nous allons devoir réparer le monde que 40 ans de laisser aller dans l'un politique ont détruit. Pourquoi on a fait les États? On a fait les États pour se protéger de 3 types de gens. On a fait les États pour se protéger des ennemis, des bandes armées. On a fait les États pour éviter les spoliateurs, donc tout ce qui est grands marchands et autres. Et on a fait les États pour des raisons de santé publique, pour éviter les virus. C'est pour ça qu'on a fait les États, hein, pas pour faire joli. Eh ben, on a enlevé les États, et ben, moralité, les ennemis sont revenus, les banquiers aussi, et les virus enfin. Tout à fait normal, tout à fait logique. Et c'est pour ça d'ailleurs que les pays qui ont encore des États nationaux, Extrême-Orient, se comportent beaucoup mieux lors d'une crise sanitaire que ceux qui pensent que la seule réponse à tout, c'est l'économie ouverte. Bon. Hein, comme disait Deng Xiaoping, quand on ouvre la fenêtre, les mouches rentrent. Donc, si tu veux, pour moi, c'est évident que ça peut mal se finir. C'est vrai. Après, j'ose espérer, parce que nous avons les arguments pour le faire, et parce que nous avons la puissance encore pour le souhaiter, que nous allons pouvoir proposer la singularité française à ça. Mais attention, moi je ne suis pas du tout bonapartiste. Moi, la conquête de l'Europe, la conquête du monde, ça m'intéresse très peu. Moi, tu vois, je pense que chaque nation doit, tu vois, comme disait Claudel, la seule chose qu'on peut offrir au monde, c'est soi. Et ce que je veux, c'est juste que la France se redessine elle-même. Et si d'autres pays veulent faire la même chose chez eux à leur manière, tant mieux. S'ils ne le veulent pas, c'est leur choix, c'est chez eux. À un moment, moi, si tu veux, j'espère qu'un jour l'Occident comprendra que pour qu'il y ait un chez soi, il faut qu'il y ait un chez les autres et qu'on n'est pas partout chez soi. Sinon, ça se termine comme ça s'est terminé hier. C'est simple. Or, j'espère qu'un minimum de sagesse nous aidera au fur et à mesure que les ambitions impériales celles des uns comme celles des autres, se heurteront à la réalité. Ensuite, pourquoi se battre? Alors, si tu veux, pourquoi ça a deux sens. Hein. C'est pour quelle raison et pour quelle finalité. D'accord? Moi, à titre personnel, si tu veux, moi, je fais partie d'une famille d'endettés vis-à-vis de la France. Nous, ça fait au minimum... l'histoire de ma famille repose aux années, a priori, 1400. Et nous, on s'est battus à chaque fois que la France nous l'a demandé. Et donc, si tu veux, la France a fait ce que nous sommes. Et il est hors de question que je laisse passer le relais à ma fille sans faire quelque chose. Ma première motivation, c'est ça. Si tu veux, je ne suis pas assez intellectuel pour avoir les idées larges, mais par contre, j'ai la tripe facile.
Après, dans quelle finalité? À titre personnel, je pense que j'appartiens, moi je suis de 86, à une génération qui va devoir beaucoup se salir les mains et qui vivra certainement moins bien que ses parents. Mais à titre personnel, je préfère encore avoir à le faire et que l'idéal de liberté qui est l'idéal de notre peuple depuis 25 siècles puisse advenir plus tard sous une nouvelle forme, parce que ce qui compte, c'est toujours d'avoir une nouvelle forme de soi, c'est ça évoluer, c'est ça devenir, c'est ça perdurer. Et sur les thèmes, je pense que ce que les Français ne supporteront pas, c'est quand le système officialisera son projet politique, ce qu'il est déjà en train de faire, mais le verbalisera de manière beaucoup plus tangible. Aujourd'hui, nous retournons au libéralisme du 19e siècle, dont on a une vision, disons, sympathique, parce que nous, il était tenu en respect par les mouvements étatistes et socialistes en Europe, mais qui s'est déchaîné dans les empires coloniaux. Et aujourd'hui, il revient sur les terres qui l'ont porté et il se déchaînera de la même manière pour obtenir un vieux projet libéral qui est citoyenneté active, citoyenneté passive. C'est-à-dire, tout le monde aura le même rang nominal, mais il y a ceux qui, pour diverses raisons, ils fument des clopes, ils ont de vieilles voitures, hein, ou autres, seront des citoyens de seconde zone de plus en plus, selon là où ils habitent, selon qui ils sont. Le système, et ça vous le sentez, hein, suffit d'écouter. Alors je ne vais pas encore taper sur Barbier, puisque d'habitude c'est mon punching ball attitré, mais monsieur, cet homme qui a un handicap patronymique majeur, là, comment s'appelle-t-il? Monsieur Blachier. Voilà. Ah non, non, pas Monsieur Mouchard, Ouais. l'autre, Monsieur Martin Blachier. Non, pas Monsieur Mouchard, qui sautait sur les genoux de tonton Jean-Marie jusqu'à ses 30 ans. Or, le système est à ça de l'avouer parce que ça leur brûle, cette arrogance et ce mépris leur brûle les lèvres. Et à titre personnel, ça, je peux pas le supporter. Si tu veux, c'est une dissociété qui est trop pour moi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce système, en plus, les sociétés inégalitaires, qui sont des sociétés de caste ou d'ordre, avaient leur finalité. Et d'ailleurs, elles ont terminé, à l'exception de l'Inde, par disparaître parce que cette finalité s'est révélée inefficiente. Vouloir en refaire une gratos, alors que nous allons vers un système qui va être gouverné par l'absurde. Vous en avez déjà un avant-goût. Et moi, je refuse d'avoir à vivre dans le non-sens. Ça, je suis trop français, je suis trop cartésien pour ça. Moi, la perte du sens, c'est un truc qui me terrorise. Et dernier point, quand on voit ce que, et là pour le coup, c'est peut-être l'une des seules parts vraiment universalistes de chez moi, mais quand vous voyez des pays qui ont accouché de manières d'être au monde absolument extraordinaires, je pense à la Corée, je pense au petit royaume du Cambodge, je pense à la logique de l'oubli et du remords dans la pensée brésilienne, je pense à des choses comme ça. Que tout ça puisse disparaître au profit d'abord d'une espèce de grand supermarché mondial avant de terminer dans la disette pour tous ou pour quasiment tous, parce que ça va piquer, eh bien, à titre personnel, si Dieu, c'est voilà, cette barbarie-là ne nous est pas promise et elle peut encore être évitée de loin. Et le fait de la laisser approcher en se concentrant sur des choses qui ne sont même pas des polémiques accessoires, qui relèvent parfois de la débilité mentale,
Tu vois, du genre, est-ce que Alexandre Astier et Kaamelott sont d'extrême droite ou est-ce que on peut convertir les talibans à la religion intersectionnelle? Ben, tu vois, ça a l'air de rien, mais la barbarie commence par ce genre de lâcheté-là. Et à titre personnel, nous, on a déjà un peu expérimenté chez les miens la barbarie. Hein. On a été envoyé par le Reich gentiment à Buchenwald pour tester les stations balnéaires allemandes. Merci bien. Un moment, ce n'est pas la même barbarie, mais c'est de la barbarie quand même. Et ça, pour moi, ça passe pas. Alors, je voulais ajouter quelque chose avant de clôturer par la dernière question. Alors, j'ai longuement parlé. Rien à relire? Au combat que je pense essentiel, j'ai dit ce que c'était. Pas de problème. On va passer à la dernière question pour clôturer l'entretien, qui est une question que un membre de notre équipe du Cercle, on va signaler aux auditeurs son travail, qui s'appelle Romain. Sa chaîne s'appelle Justin Curieux, qui est une chaîne d'histoire, et il fait des notes de livres sur les livres de Jean Lopez, de Anthony Bivor. Il faut signaler son travail extraordinaire. Et donc, c'est lui qui nous a demandé de poser souvent aux entretiens une question. Donc, je vais vous la poser à vous deux. Si la France était un livre, quel serait ce livre pour vous, Georges Kuzmanovic, en premier? La question est en vrai assez complexe parce qu'il y a beaucoup de bons livres sur la France et de français. Mais compte tenu de la situation actuelle, ça m'est venu immédiatement et je pense que c'est ça que je vais vous répondre. J'ai cherché quelque chose de plus intelligent à dire, mais ce sera L'étrange défaite de Marc Bloch. Parce que je pense qu'il est d'une acuité forte. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, Marc Bloch, grand historien français. Martyr. Martyr en 40. Ouais. officier français sur le front, donc qui a participé à ce qu'on a appelé la drôle de guerre, qui est d'ailleurs une drôle de manière de nommer les choses, parce que beaucoup de Français ils sont morts et que des revers ont été, que les Allemands y ont subi des revers. Et qui a été déporté et est mort en camp de concentration. Mais en tant qu'officier sur le front, il trouvait étonnant le cours des choses et il fait dans cet ouvrage une supposition que une certaine élite dans le pays, en fait, au fond, souhaitait perdre. C'est un peu ce qu'on peut trouver chez Drieux-La Rochelle, qui d'ailleurs recouvre assez fortement le discours international d'Emmanuel Macron, qui est bon, c'eût été bien que la France domine l'Europe, mais ma foi, c'est l'Allemagne, alors ce sera l'Allemagne. Voilà. Le temps des patries est fini. La France a été envahie 3 fois depuis 1870 par l'Allemagne. Et par 2 fois, et allez, je l'ose, une 4e fois économiquement et industriellement ces dernières décennies. Et par 2 fois en 1870-71 et durant la Deuxième Guerre mondiale, on a eu une classe dirigeante, collaborationniste. Et je considère que Emmanuel Macron est l'incarnation moderne d'un Adolphe Thiers. Donc de quelqu'un qui peut aller totalement à l'encontre de son peuple, le sabrer. C'était le 150e anniversaire de la commémoration. C'était la 150e commémoration de la Commune de Paris cette année. Qui est prêt à abandonner des morceaux du territoire pour préserver l'essentiel, la capacité d'une certaine oligarchie à faire des profits. Et s'il faut être royaliste ou républicain, il a été les deux, il n'y a aucun problème. L'important, c'est de privilégier l'argent.
et le bénéfice de certains. Et c'est ce qu'est Emmanuel Macron. Et ce sont des gens qui... Alors, les termes changent. Le sien, on l'a dit tout à l'heure, c'est la souveraineté européenne, mais c'est abdiquer la souveraineté de la France, sa puissance, brader les grandes entreprises, s'accommoder fort bien que le champion industriel de l'Europe, au détriment de l'industrie française, soit l'Allemagne, s'accommoder fort bien que nous ayons une monnaie qui nuise au développement industriel de notre pays et qui nous coûte considérablement chaque année, s'accommoder d'une Union européenne particulière qui, d'année en année, s'aborde un peu plus la souveraineté de la France, donc ce que Pierre-Yves a rappelé, qui est la capacité de faire quoi que ce soit. Et donc, voilà, je trouve que la période fait écho à cet ouvrage majeur de Marc Bloch, qui, je l'oublie, non seulement est historien, mais c'est un de nos grands historiens, c'est il est fondateur de l'école des Annales, qui est cette tradition historiographique qui prend en compte l'histoire longue et les poids de l'histoire longue dans le devenir des pays et des nations. Et là, j'y vois un poids long de l'histoire, en tout cas d'une certaine élite oligarchique qui, encore je répète, est prêt à s'aborder sa souveraineté, enfin la souveraineté de sa nation pour maximiser ses profits. C'est purement fortuit, mais parce que ce n'était pas du tout préparé. On a fait une note la semaine dernière, justement, de Vendredi Lecture sur L'étrange défaite de Marc Bloch, qui est un ouvrage absolument admirable. Et vous verrez ce que c'est un républicain qui croit réellement en la République et en la France. C'est absolument admirable. Pierre-Yves, à vous, si la France était un livre. Alors, sur la France telle qu'elle est à l'instant T, je pense que l'intuition de Georges est la meilleure. Ça restera l'étrange défaite. En plus, parce qu'il y a un souffle dedans qui, disons que, parce que je pourrais dire, en complément, les ouvrages d'Annie Lacroix-Riz. Mais là, c'est vraiment déprimant si on lit les deux à la suite. C'est vraiment déprimant. Mais je dirais, pour voir ce que la France peut être, je vous dirais Chrétien de Troyes. Et pourquoi ? Parce que il ne faut pas oublier ce qu'est Chrétien de Troyes. Chrétien de Troyes, c'est la pérennité. C'est ce christianisme féerique qui est une synthèse, en fait, de la France pré-chrétienne, avec de grandes influences pré-chrétiennes, et de la France chrétienne. La France, c'est ce pays qui s'est fait comme synthèse parce que c'est un pays fait par la volonté. Et Chrétien de Troyes est l'une de ces marques de cette volonté. Nous sommes un pays qui a su se donner des formes et se renouveler lui-même en permanence et, disons, enfanter à chacune de ces formes des grands hommes qui eux-mêmes étaient des synthèses. Moi, je viens du gaullisme. De Gaulle, c'est un monarchiste qui épousera la République par raison, tout en ne se départissant jamais d'une admiration pour Carnot. Vous voyez ? Et je crois à cette capacité de la synthèse française, et je n'oublie pas que c'est cette capacité de synthèse qui nous a attiré tant d'ennemis, parce que la France n'a jamais eu la pesanteur de l'évidence. La France s'est faite parce que des hommes l'ont voulu. Et ça, beaucoup de pays qui estiment être plus chanceux que nous parce que eux relevaient de l'évidence qui généralement d'ailleurs est une évidence de brutalité, disons de brutalité massive, de force brute, hein, c'est-à-dire qu'un groupe a écrasé les autres pour pouvoir faire quelque chose. Nous, on ne s'est pas fait comme ça nécessairement. On s'est fait par la synthèse. C'est une autre manière d'exister, et je pense que c'est ce qui fait
que la France vit en permanence dans l'angoisse de la dissolution et que cette fragilité française est en même temps une force, car elle est l'appel à cette synthèse qui nous remettra dans dans une certaine sûreté de nous-mêmes. Parce que les Français, c'est normal, c'est le peuple de Descartes, c'est un peuple qui doute, et qui doute avant tout de lui, et qui doit retrouver une forme et l'imposer, pas aux autres, mais au monde tel qu'il va ou tel qu'il ne va pas. C'est-à-dire, voilà, le cours des choses est ce qu'il est, mais nous sommes qui nous sommes. Et c'est à la fois la tragédie de la France de ne pas relever de l'évidence, et c'est à la fois sa plus grande force. Et nous avons su faire des synthèses très audacieuses, parce que le christianisme et les brumes d'Avalon, ce n'était pas miscible au début. Mais les Français ont toujours su faire quelque chose à partir d'éléments disparates. Nous avons toujours su faire ça. Comme disait le général de Gaulle, voyant les foules à Harlem qu'il acclamait, là où les quartiers blancs lui ont réservé un accueil que je qualifierais de froid. Il avait eu cette phrase que j'ai trouvée extraordinaire: les mal bâtis, les mal blanchis, je les ai toujours eus avec moi. Et ce n'est pas tout à fait faux. La France, si vous voyez l'extraordinaire histoire du bataillon des guitaristes à Bir Hakeim ou autre, eh bien la France est faite d'hommes des confins qui ont offert une nouvelle forme parce qu'ils l'ont voulu. C'est notre lot, c'est notre sort, et je pense que Chrétien de Troyes est un bon symbole de ça. Eh bien, on vous remercie tous les deux pour cette participation. On va peut-être rappeler, avant de nous quitter, Georges Kuzmanovic, est-ce que vous pouvez nous rappeler les moyens de vous suivre et de vous soutenir dans votre combat? Et le meilleur moyen, c'est d'aller sur le site de République Souveraine, www.république-souveraine.fr, où vous pourrez entre autres lire la charte que nous proposons à tous ceux qui voudraient défendre la France avec De Gaulle et avec Jean Jaurès. Et puis sinon, vous pouvez nous suivre tant en République Souveraine que moi-même sur Twitter et Facebook principalement, et même TikTok, puisque certains de nos jeunes sont allés ouvrir des comptes dans mon dos sur TikTok. Mais je n'en ai absolument aucun contrôle. Et je ne ferai aucun rap, aucun truc débile, ni mettre des t-shirts ridicules. Parce que non, mais c'est intéressant. Ça a pas mal marché sur TikTok. Et en fait, les jeunes ne sont pas crétins. Ils n'ont pas besoin qu'on singe leur génération quand on leur parle de sujets qui concernent tout le monde. Pierre-Yves, les moyens de vous soutenir et de vous soutenir dans votre action. Nous sommes assez présents sur le net, sur la chaîne YouTube du Cercle Aristote. Là, hier, nous avons diffusé la très belle conférence de Patrick Mbeko sur l'Afrique des Grands Lacs. Ceux qui sont à Paris peuvent venir au Cercle. Ils peuvent demander les dates à cerclearistote@gmail.com, sur cerclearistote.com, sur tous nos réseaux sociaux. On est Twitter, on est Facebook, on est Telegram, on a un groupe Telegram d'ailleurs, sur Gab, sur VK, sur ce que vous voulez. Et surtout, qu'ils n'hésitent pas à se rapprocher des cercles de province qui font un travail extraordinaire comme vous à Toulouse ou d'autres ailleurs, et pour que notre optique territoriale est simple. Nous voulons faire éclore la nouvelle génération, c'est notre rôle, et pour cela, être les havres de paix et de dialogue entre tous les nationaux d'où qu'ils viennent, et autour de la culture et peut-être d'autres choses après, mais la culture, c'est un théâtre suffisamment déserté pour pouvoir l'occuper. Or, et donc voilà,
vous pouvez nous joindre comme ça, sur les réseaux sociaux ou autres. Comme je le dis souvent à plusieurs de nos adversaires, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas difficile à trouver. Eh bien, Pierre-Yves Rougeron et Georges Kuzmanovic, merci beaucoup pour cet entretien passionnant. Et donc, à bientôt et merci encore. À bientôt. Merci. À bientôt, merci à vous. Et vive la République et vive la France.